On est une référence dans le monde entier. Parce que ce soit en Europe ou ailleurs dans le monde, il n'y a aucun outil plus efficace pour financer la transition énergétique que les C2E. Je pense qu'on est vraiment les plus grands spécialistes opérationnels du sujet des C2E en France. On a travaillé pour quasiment tous les grands obligés de la place, grands et moins grands. On a travaillé avec beaucoup de délégataires. On a travaillé avec une trentaine de mandataires différents. On a fait une étude sur la Belgique où on a vu que l'isolation pouvait aller jusqu'à du mètre carré isolé. Il y a des ABAC en Belgique. Attention, il y en a beaucoup qui vont partir en Belgique là. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Barrois, cofondateur de DK Consulting. DK Consulting, c'est un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle. Ils accompagnent des mandataires, des délégataires C2E, des sociétés pétrolières sur leur stratégie et sur leur développement. Avec une parfaite maîtrise du secteur français évidemment et même de nombreux pays à l'international, notamment l'Espagne qui est au cœur de l'actualité depuis qu'ils ont copié le modèle des C2E français, sujet dont on va justement parler dans ce podcast. Franchement, je peux vous assurer que Nicolas fait partie des personnes les plus expérimentées que je connaisse en matière de transition énergétique et de C2E. Je pense que vous allez tous énormément apprécier ce podcast. N'oubliez pas de liker, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne. Je vous laisse profiter de la vidéo. C'est parti. Nicolas Barrois, comment ça va? Très bien, merci beaucoup Yaniv, enchanté d'être là. Trop content de te recevoir. On s'est déjà eu un peu au téléphone, en visio, etc. C'est la première fois qu'on se voit, donc je suis trop content de te recevoir. Et je pense que ça va être super intéressant. Si tu veux déjà nous dire un peu déjà qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et après on va essayer de prendre ton parcours un peu de long en large et voir un peu tes activités actuelles. Très bien, écoute, moi je suis Nicolas Barrois, je suis directeur associé chez DK Green. DK Green, c'est un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle qui intervient essentiellement sur le sujet de la transition énergétique. Et donc, on est très actif sur les sujets de C2E, de KS en Espagne, mais pas que. Et l'objectif, c'est un peu qu'on voit ensemble aujourd'hui le scope de notre activité. Exactement, exactement. Comme tu l'as dit, on a des sujets super importants et intéressants à parler, l'Espagne, etc. et même d'autres pays. Tu nous diras ça plus tard. Donc déjà, avant qu'on parle de tout ça, toi, comment est-ce que ça a commencé? Comment est-ce que tu es arrivé dans ce milieu de la transition énergétique? D'où ça vient? Alors écoute, moi je suis arrivé un petit peu par hasard parce que j'ai fait une école d'ingénieur, des études d'ingénieur. Et je savais que j'avais envie de m'orienter vers les sciences, de m'orienter vers une école d'ingénieur. Mais je voulais pas être le seul, ne pas avoir de filles dans ma promo. Donc, ça excluait les écoles d'ingénieurs en informatique, ça excluait le génie mécanique et il restait plus que la biologie. Donc, j'ai fait une école d'ingénieur avec cette expertise génie biologique. Et il se trouve que dans mon école d'ingénieur, j'ai participé à la junior entreprise de l'école. Et donc, quand j'ai été étudiant pour me faire un petit peu d'argent, j'ai fait en sorte de faire des missions au sein de la junior entreprise. Et quelque part, ça a été une première expérience dans le conseil, puisque c'est un peu la même logique. Tu as des étudiants qui proposent des missions qui sont réalisées par d'autres étudiants. Et donc, ça fonctionne un petit peu comme une petite entreprise de conseil. Donc, j'ai fait ça. Et ce qui m'a amené un peu logiquement à la sortie de mes études, dans un grand cabinet de conseil qui s'appelle Accenture. Et en fait, je suis arrivé chez Accenture. Ils étaient intéressés par mon profil ingénieur. Ils étaient intéressés par ma première expérience de la junior entreprise. Et en fait, ils ne savaient pas quoi faire avec la dimension biologie. Donc, ils se sont dit, soit on le met en pharma, soit biologie, OK, on va le mettre dans l'énergie. Et donc, je me suis retrouvé à démarrer ma carrière professionnelle dans le conseil, principalement pour les grands groupes de l'énergie. Donc, j'ai fait assez longtemps dans cette structure-là, avec comme clients les grands acteurs de l'énergie, les Total Energy, les EDF, etc., etc. Parce que, je dirais, le destin m'avait guidé vers ça. Et c'était quoi le conseil en fait? C'est quoi? Parce qu'on conseil, c'est très vaste. C'était quoi concrètement? Qu'est-ce que tu devais faire au jour le jour? Alors, au départ, moi, je suis arrivé dans cette grande structure qui était Accenture. Et donc, c'était essentiellement du conseil en système d'information. Donc, on avait une approche très pyramidale. Il y avait un partenaire qui avait 2 ou 3 managers, qui avaient chacun 2 ou 3 consultants seniors, qui avaient chacun 2 ou 3 consultants juniors. Et on travaillait essentiellement sur des sujets autour des systèmes d'information. C'était à la fois assez intéressant, assez formateur,
on apprend une méthodologie, on apprend une façon de travailler. En plus, à l'époque, on allait une fois par an aux États-Unis pour être un peu formaté dans le centre de formation d'Accenture qui était à côté de Chicago. Donc, c'était à la fois très formateur, mais il y avait une petite dimension qui me posait un peu problème, c'est que finalement, on voyait qu'un tout petit morceau du projet. Finalement, on avait chacun nos tâches, nos petites tâches, et on avait du mal à avoir une big picture. Donc, j'ai commencé à travailler là-dedans, dans ce secteur, pour ce type d'acteur, et j'ai eu envie petit à petit de monter dans la chaîne de valeur du conseil, de me rapprocher des sujets plus métiers, et idéalement d'avoir une vision plus large de mon apport, de mes projets, et essayer d'élargir un petit peu le cadre de ce que je faisais. Ok, et alors comment tu évolues justement pour arriver à ce résultat? Qu'est-ce que tu continues? Après, tu quittes Accenture, comment ça se passe? Alors en fait, au bout d'un moment, j'ai quitté Accenture une fois atteint le grade de manager. J'ai quitté Accenture pour rejoindre un autre grand cabinet, qui est Capgemini Consulting en l'occurrence. Et avec ce qu'on appelait dans une entité qui était le Business Application Consultant, qui avait vocation à être moins sur les sujets SI, moins sur les sujets techniques, et plus sur les sujets métiers, à l'interface entre le SI et le métier. Et ensuite, j'ai intégré d'autres cabinets, avec toujours cette volonté de monter dans la chaîne de valeur du conseil, c'est-à-dire d'être moins technique et plus métier, plus opérationnel. Et en fait, jusqu'à ce que, avec un de mes premiers boss chez Accenture, on décide de monter notre cabinet de conseil. Ok, donc c'est quoi? C'est directement DK Consulting? Alors, voilà. Donc, en fait, tous les deux, on était trois à la base. On régulièrement... donc, c'était mon premier boss, mais on avait vraiment une relation d'amitié avec plusieurs jeunes consultants qu'on avait rencontrés chez Accenture. Et régulièrement, quand on se voyait en fin de soirée, on se disait « Ah, faut qu'on monte notre cabinet, ça serait dommage de… » Voilà. Et puis on s'est dit ça une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que finalement on se dise « Ok, on se prend en main. » Donc on était trois à ce moment-là. On réfléchit vraiment à ce qu'on veut faire. On essaye de travailler le sujet. Et puis si au bout de quelques temps on se dit « Ça ne marchera pas », on laisse tomber, on arrête d'en parler. Et si, à l'inverse, on se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire, on se lance. Alors, ça a marché? Alors, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais donc, on a fait ça. On s'est vu le soir, le week-end, etc. On a travaillé notre concept. On était trois. Il y en a, finalement, au bout de 6 mois, grosso modo, il y en a un qui nous a dit, écoutez, moi, je peux pas vous rejoindre parce que mon épouse travaille pas, j'ai des contraintes, etc. Donc, il s'est sorti du projet. Et donc, on a décidé à deux de monter DK Consulting. Ok. Et donc, DK Consulting, c'est quoi concrètement déjà le premier client et c'est quoi l'apport de valeur de DK Consulting? Alors, en fait, notre idée en montant DK Consulting, c'était on veut être un cabinet de stratégie opérationnelle qui travaille sur les sujets de transition énergétique. Alors, pourquoi ça? Parce que, en fait, on avait vraiment deux volontés assez fortes. La première, c'est dire, on veut faire de la stratégie, on veut être un peu en amont dans les sujets, mais on veut aussi accompagner nos clients à rendre opérationnelle cette stratégie. On ne veut pas leur dire, tiens, faites ci, faites ça, leur donner des slides et puis s'en aller. On veut voir notre impact au jour le jour. Ça, c'est le premier sujet. Et je t'expliquerai que parfois, ça fait des grands écarts. C'est assez intéressant. Le deuxième sujet, c'est que moi, j'ai travaillé toute ma vie pour les grands acteurs de l'énergie, pour des pétroliers, pour des gaziers, etc. etc. Je considère que, pour moi, les énergéticiens ne sont pas le problème de la transition énergétique, sont un élément de la solution. Donc, j'ai toujours énormément apprécié travailler avec des grands énergéticiens. J'ai passé plusieurs années de projets chez Total Energy, à l'upstream, au downstream, à la holding.
j'ai un peu fait tous les bureaux. J'ai des très très bons amis et c'est une super entreprise avec qui j'ai toujours énormément de plaisir à travailler. Mais quand on a lancé notre cabinet, on s'est dit, on n'a pas envie, on ne veut pas que notre cabinet serve à améliorer les marges de raffinage de 0,01 centime. À ce moment-là, donc c'était donc en 2018, on est père de famille et Renaud et moi, on a une expertise dans l'énergie, mais on se dit, on a envie de focaliser sur les sujets de transition énergétique parce que ça évoque quelque chose chez nous. Alors, maintenant, 7 ans après, tout le monde parle de transition énergétique et il y a différents éléments. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine. Donc, c'est des sujets, je peux dire, qui sont assez dévoyés, mais tout le monde est conscient de cette importance-là, de l'importance de prendre ce sujet. Il y a 8 ans, alors on n'a pas une idée dingue, mais vraiment, nous, on s'est dit, on veut être sur ce sujet de l'énergie, parce que ça fait 15 ans, 20 ans qu'on travaille là-dedans et c'est notre expertise, mais on veut focaliser sur les sujets de transition énergétique. Ok. Et donc, au moment où on décide de se lancer, on fait un peu ce que fait, quelque part, ce que devrait faire tout bon entrepreneur. On va frapper à la porte des copains pour avoir des retours d'expérience. Et donc, moi, je suis allé voir quelqu'un avec qui j'avais de très bonnes relations, qui est un ami, qui avait quitté Total Energy quelques années auparavant pour monter une structure qui se trouve, cette structure était mandataire C2E. Donc, je vais voir Benoît Ferrez, qui avait monté Caméo, et je vais lui demander de me donner des conseils sur la création d'une entreprise. Pas sur le sujet C2E, pas sur le sujet mandataire, vraiment sur la création d'entreprise. Okay. Et donc, Benoît, on déjeune ensemble, il m'explique ce qu'il a fait de bien, de moins bien, il me donne des conseils, donc on se serre la main, on se sépare, et puis quelques jours après, il me rappelle, il me dit « Écoute, Nicolas, si tu lances un cabinet de conseil sur les sujets de transition énergétique, viens chez moi, j'ai plein de choses à faire. » Et donc, à l'époque, Caméo était vraiment en pleine croissance. Okay. Voilà, Benoît il avait passé quelques temps à chercher un peu son concept. Il l'avait trouvé. C'était une super entreprise, plein de gens engagés, dynamiques, avec Benoît qui leadait le truc. Et donc, il me dit, viens chez moi pour m'aider à faire en sorte que Caméo passe un step. Donc, finalement, le premier jour de la première mission de DK Consulting, j'étais chez Caméo sur ce sujet, finalement, C2E. C'est un bon premier client. Voilà, c'est un bon premier client. Déjà parce que, encore une fois, Benoît, c'est un mec super. Et puis, il y avait vraiment une super énergie chez ce client. Et donc, chez Caméo, j'ai vraiment dû mettre les mains dans le cambouis sur le sujet C2E. Dans le conseil, parfois, tu te retrouves dans des grandes entreprises où je te disais, tu es un peu un des maillons de la chaîne et tu es noyé dans une grande équipe et tu vois un peu ton petit bout de projet, mais tu as du mal à voir la vision. Là, chez Caméo, il fallait qu'il se passe des choses, il fallait que les sujets avancent, il y avait des besoins qui tombaient un peu très régulièrement. Et donc, il a fallu assez rapidement que on appréhende concrètement qu'est-ce que c'était les C2E. C'est quoi, comment on fait un dépôt, comment on encadre des organismes COFRAC, comment on met en place ce coup de pouce, comment on gère les copiles avec les objets, etc. On a vraiment été un peu au four et au moulin. Et on a été un peu, entre guillemets, modestement, un peu la cellule projet de Caméo. Dès qu'il y avait quelque chose, en fait, où qui risquait de déstabiliser un peu l'équipe, on fait en sorte d'aider et d'apporter un peu notre expertise conseil. Ce qui fait que moi, je venais du conseil, ça fait quasiment 20 ans que je faisais du conseil dans l'énergie. Et puis, finalement, j'ai mis les mains dans le cambouis, encore une fois, grâce à Benoît, sur ce sujet C2E. Donc c'est là que tu commences à comprendre les C2E, c'était pas avant?
C'est à ce moment-là. Exactement, D'accord. exactement. C'est là que commence à comprendre les C2E, la logique, comment ça marche, les fiches d'opération standardisées, etc., etc. Ok. Et en fait, assez rapidement, on s'est aperçu que un cabinet de conseil qui avait une vraie expertise sur les sujets C2E, parce que, encore une fois, les mains dans le cambouis dedans tout le temps, c'était pas si fréquent. Et donc, ça a assez rapidement résonné d'abord auprès d'un obligé, puis d'un autre, puis d'un délégataire, ainsi de suite. Et donc, finalement, assez rapidement, on a lancé notre activité beaucoup centrée sur le sujet C2E parce qu'il y avait peu de cabinets de conseil, je ne vais pas dire pas, mais pas loin, qui avaient une expertise conseil, une connaissance du monde de l'énergie et une appréhension fine des problématiques liées au C2E. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, il y a beaucoup de personnes aussi qui me contactent. Alors, c'est pas du tout des boîtes de conseil et c'est pas leur objectif, mais qui me demandent voilà, des informations, comment ça marche les C2E, etc. Et tu as dit quelque chose qui est super intéressant, c'est voilà, de mettre les mains dans le cambouis. Et effectivement, je pense que c'est le meilleur moyen d'apprendre. Moi-même, pour apprendre, etc., un peu tout le métier, il faut juste en fait y aller et comprendre. Toi, c'est le conseil que tu donnerais un peu aux installateurs qui aimeraient bien comprendre le système. C'est pas forcément voilà, lire de la documentation. Alors oui, il y a un peu de théorie, mais finalement, il faut y aller. C'est comme ça qu'on comprend. C'est ça, c'est que concrètement, tant que tu n'as pas vécu un dépôt sur EMI, tu ne peux pas appréhender ce que c'est. Voilà, tant que tu n'as pas vécu des changements de réglementation quasiment du jour pour le lendemain, avec les impacts sur les process, les impacts sur les outils, le fait que à telle date, il faut qu'il y ait tel coefficient dans la fiche, et le lendemain, il faut qu'il y ait un autre coefficient. Mais si tu as une opération qui a été faite avant, il faut que ce soit l'ancien coefficient. Voilà, effectivement, je pense que nous, ce qui a beaucoup aidé, encore une fois, ce qui a fait résonner, c'est que on avait l'habitude de parler à des grands acteurs de l'énergie et de parler à des décideurs, mais grâce à Caméo et grâce à Benoît, on avait appréhendé finement le sujet. On avait, encore une fois, vraiment mis les mains dans le cambouis. Et ouais, ça a une grosse valeur. Super. C'était une petite parenthèse. Alors justement, comment est-ce que ça évolue après donc le passage Caméo, etc. Comment est-ce qu'évolue la boîte de conseil? Il y a d'autres clients, j'imagine, qui arrivent. Comment ça se passe pour toi? Alors, je dirais d'abord, on a beaucoup capitalisé sur ces sujets C2E. Je pense que maintenant, on a travaillé, je n'ai pas compté, j'aurais dû, le nombre de clients avec qui on a travaillé, mais on a travaillé pour quasiment tous les grands obligés de la place, grands et moins grands. On a travaillé avec beaucoup de délégataires. On a travaillé avec un nombre, une vingtaine, une trentaine de mandataires différents. Et on a travaillé pour beaucoup d'acteurs, pas directement liés à ce dispositif, mais un peu annexes. Je pense par exemple à des fabricants d'isolants, à des fabricants de chaudières ou de pompes à chaleur, à des distributeurs de gaz ou d'électricité. Des acteurs qui disent moi, j'aimerais intégrer les C2E dans mes process opérationnels pour quelque part booster mon activité. Tu vois, typiquement, en ce moment, on échange avec un acteur qui fait de la location de vélos en France et d'ailleurs partout dans le monde, en Europe. En fait, grâce au C2E, ce qui vend 500 et ce que ses clients sont prêts à acheter 500, il peut finalement le vendre ne serait-ce que 300 et du coup avoir plus de clients. Et lui, il a la même marge, il a la même rentabilité, mais il a développé son activité. Et donc, c'est ça, dans beaucoup de cas, ce qu'on fait, c'est on travaille pour des acteurs du monde C2E, mais aussi pour des acteurs, entre guillemets, annexes, qui intègrent les C2E dans leur business model et qui développent leur activité par ce biais-là. Ok. Et question bête, mais ton acquisition client, si on peut appeler ça comme ça, c'est quoi? C'est du bouche à oreille, j'imagine? Ou est-ce que vous faites un peu de marketing? Comment ça marche? Alors, c'est une très bonne question. Déjà, effectivement, on a la chance d'avoir des clients fidèles. Satisfait Satisfait, oui, satisfait et fidèle. Donc, on a plutôt tendance à empiler les clients qu'à remplacer des clients les uns par les autres. On a des clients qui parlent de nous à certains de leurs partenaires. Donc, c'est, on peut dire, du bouche à oreille.
On est assez présent en veille sur LinkedIn et les réseaux professionnels. Voilà, finalement, on a assez peu d'actions de marketing sortantes, mais aujourd'hui, on a un volant de clients qui a plutôt tendance à grandir et de clients fidèles. Donc, surtout qu'il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin, c'est-à-dire que c'est pas peut-être que la majorité, peut-être ceux qui nous regardent, ils n'ont pas forcément la vision du besoin qu'il y a. Mais si tu peux préciser justement, c'est quoi tes clients de manière générale? C'est beaucoup de rénovation énergétique et de C2E maintenant? Ou est-ce que c'est bien plus global? Comment ça marche? Alors, donc nos clients, alors déjà, on a un périmètre international maintenant. Okay. On est très présent sur la France. Beaucoup de nos clients nous ont demandé de les aider à aller sur l'Espagne. On va en parler. Ouais. Donc voilà, on est très très présent sur l'Espagne. Et très régulièrement, on mène des études sur d'autres pays d'Europe et même dans le monde. Puisque donc on a travaillé sur la Belgique, on a travaillé sur l'Allemagne, on a travaillé sur la Pologne, on a travaillé sur l'Italie, on a travaillé sur le Luxembourg, sur le Danemark. Et maintenant, on échange avec des clients qui nous disent nous, on aimerait bien que vous nous expliquiez comment ça marche dans certains États des États-Unis, notamment la Californie, qui a un dispositif, et au Canada. Parce qu'au Canada, il y a aussi des... Donc on a déjà une dimension internationale. Ce qu'on fait pour nos clients, c'est vraiment, encore une fois, de la stratégie opérationnelle. Donc, on peut être vraiment sur des sujets très amont de stratégie. Par exemple, on a un grand obligé qui nous a dit « Moi, j'achète mes C2E sur le marché spot. Bon, ça me permet de couvrir mon obligation, mais en fait, en n'ayant que ce canal d'acquisition, je n'achète pas au meilleur prix. C'est-à-dire que je paye plus cher que mes concurrents. Et donc, in fine, pour un obligé, payer ces C2E 7 €, 8 €, 9 €, entre guillemets, c'est pas très important parce qu'il remet le coût des C2E dans le prix de l'énergie. Par contre, si cet obligé, en l'occurrence, ces commerciaux sont venus le voir en disant « Écoute, on a un problème. Dès qu'on répond à un appel d'offres, qu'on est contre nos concurrents, on est bon sur toutes les lignes de l'appel d'offres. Par contre, sur la partie C2E, nous, on est plus cher que les autres. » Et donc, en fait, pour les obligés, le sujet des C2E, c'est souvent un sujet concurrentiel. Si moi, je paye mes C2E 8 € du méga, mais que mon concurrent les paye en moyenne 8,50, tout va bien. Si par contre, je les paye 8 €, mais que lui, il les paye 7, là, ça me pose un problème. Et donc, par exemple, on a travaillé sur comment je diversifie les canaux d'acquisition pour cet obligé et quelle stratégie je mets en œuvre pour mettre en place de la collecte primaire, mettre en place d'opérations spécifiques sur ces sites éligibles, répondre à des programmes, etc., etc. Donc, on est capable d'aller de la stratégie et encore une fois, c'est pas un vain mot parce qu'on s'est retrouvé à expliquer à des Américains de Houston qu'il fallait financer des programmes parce que ça permettait d'acquérir à l'époque des C2E à 5 € du méga alors que le marché était à 7,5. Si tu veux, quand il faut expliquer à des Américains qui vont devoir mettre 5 millions d'euros pour pousser les consommateurs français à ne pas consommer leurs produits, si tu veux, on est quand même sur un grand écart, quoi. Donc, il y a beaucoup de pédagogie à faire. Donc, on est capable d'aller vraiment sur un angle, d'une partie vraiment stratégie, à la mise en œuvre opérationnelle. Et la mise en œuvre opérationnelle, c'est on vous a dit de faire telle stratégie, on vous a donné tels axes, on vous aide à les mettre en œuvre. On vous a dit que vous pouviez mettre en place des opérations commerciales sur telle opération, dans telle modalité. On vous accompagne à les mettre en œuvre, à trouver les partenaires, à mettre en place les process, à mettre en place les outils pour que ce soit une réalité, ce soit live et que les volumes arrivent. Donc, on travaille beaucoup sur la stratégie, on travaille beaucoup sur les dimensions développement commercial,
Donc, soit pour intégrer les C2E dans les business models, soit pour développer, par exemple, des canaux d'acquisition rentables pour les grands acteurs. On travaille aussi beaucoup sur les aspects outils et process. Donc, outils, c'est comment je fais pour me doter d'outils pour optimiser le traitement de mes C2E, que ce soit de l'origination, du contrôle, voilà. Comment faire en sorte que mon process C2E soit le plus efficace et le plus rentable possible. Donc, c'est soit accompagner les acteurs dans le choix d'un outil, soit optimiser des outils qui existent, soit les aider à développer un outil un peu from scratch. On travaille aussi beaucoup sur les process, selon deux aspects. Alors, soit parce que les obligés nous demandent d'auditer leurs mandataires, par exemple. Il y a beaucoup d'obligés qui nous disent moi, j'ai des mandataires, a priori, ça se passe bien, je pas de... mais en fait, je ne sais pas comment ils travaillent. Et donc, ils nous envoient soulever le capot, regarder comment travaille le mandataire, quelle est son organisation, quels sont ses process, quels sont ses outils, quelles sont ses ressources, et dire, OK, ce mandataire, il est sérieux, il est fiable, il maîtrise, tu peux y aller sereinement. Ce mandataire, attention, il y a tel point d'amélioration, et il faut que tu l'accompagnes dans la mise en œuvre de ces points d'amélioration. Donc, on travaille sur la partie stratégie, on travaille sur la partie développement commercial, on travaille sur les parties outils, on travaille sur les parties process, et puis on travaille également sur le prospectif. Typiquement, y a beaucoup d'acteurs qui nous disent bon, moi je suis en France, je suis un gros délégataire en France. Bon, la France, c'est compliqué, etc. Si je dois aller sur d'autres marchés à l'étranger, vers lesquels je dois aller, et dans quel ordre, par quel marché je dois commencer, et puis après lequel, etc. Justement, on va en parler, vu qu'on parle un peu de diversification un peu internationale. On va parler du sujet brûlant du moment, donc c'est l'Espagne, les CAE, donc les C2E espagnols. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? C'est quoi un peu? Comment est-ce que tu accompagnes tes clients sur ça? Quel type de clients tu accompagnes? Quelle est ta vision sur ce marché? Raconte-nous un peu tout sur l'Espagne. Alors, effectivement, l'Espagne, c'est un sujet très, très important pour nous en ce moment. D'ailleurs, ça a vraiment généré des changements assez forts chez DK Green parce qu'on s'est doté de consultants hispanophones. On a des consultants qui viennent de Colombie, on a des consultants qui parlent espagnol, ça fait partie entre guillemets de nos critères de recrutement. Et ça a un vrai impact parce que nous, on croit beaucoup dans ce marché. Moi, je vais très régulièrement en Espagne. D'ailleurs, pour la petite histoire, je me suis mis très sérieusement à l'espagnol. Et si je continue à être assidu comme ça, je parlerai espagnol à la fin de l'année, c'est sûr. Super. Je prends rendez-vous. On fera un podcast en espagnol. Très bien. Donc, en fait, il faut comprendre que l'Espagne, jusqu'à récemment, il y avait un système pour promouvoir les économies d'énergie. Et donc, c'était un système où les énergéticiens abondaient un fonds qui s'appelle le FN2E, qui est un peu l'équivalent de l'ANA. Ce fonds, il a été doté jusqu'à 200 millions d'euros, je crois. Mais la logique du gouvernement espagnol, c'est ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les fonds sont mal redistribués, c'est pas efficace, etc., etc. Donc, le gouvernement espagnol a dit bon ça, on arrête, on va éteindre progressivement ce fonds et on veut développer un système comme la France, parce qu'en France, les C2E, c'est super. Donc, on est une référence. On est clairement une référence, mais on est une référence dans le monde entier, Yaniv. On est une référence dans le monde entier. Parce que ce soit en Europe ou ailleurs dans le monde, il n'y a aucun outil plus efficace pour financer la transition énergétique que les C2E. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est, quand tu regardes les rapports européens sur l'atteinte des objectifs de réduction de consommation d'énergie et de baisse des émissions de CO2, la France est un très bon élève. Et c'est un très bon élève avec un dispositif majeur, les C2E. Donc, je sais qu'en France,
on aime bien râler, on aime bien dire il y a de la fraude, il y a de l'inefficacité, il y a coup de pouce qui biaise le truc, etc., etc. Mais en Espagne et même partout dans le monde, tout le monde regarde les C2E en disant franchement, ça marche bien. Et donc l'Espagne, c'est ça. L'Espagne a dit nous, notre fonds, ça marche pas. Je vais pas parler de l'ANA, de ma prime rénov, voilà, mais On laisse tranquille. notre fonds, ça marche pas. On va faire quelque chose qui marche. On va faire les KS, donc les Certificado de Ahorro Energético. Donc l'équivalent direct des C2E. Et pourquoi ça va marcher? Parce que ils ont, enfin, la chose qui est vraiment essentielle, c'est qu'ils ont mis un marché secondaire. Qui dit un marché secondaire dit des acteurs, les délégataires, qui font un business de ça. Et quand on fait un business, on met de la compétitivité. Quand on fait un business, on fait en sorte que ce soit rentable et que ça progresse. Et si tu veux, on ne va pas se lancer dans des grandes théories économiques, etc. Mais ce qui fait qu'en France, ça a marché, c'est ce marché secondaire. C'est qu'il y a des acteurs qui se sont dit, moi, je vais faire en sorte de prendre en main ce dispositif et de générer du profit grâce à ça. Donc, je sais qu'en France, encore une fois, on a un peu tendance à dire on génère du profit, c'est mal. En fait, on se rend compte que quand on met un marché secondaire, quand on met de la compétitivité, ça pousse à la dynamique de marché. Et c'est exactement ce qui se passe en Espagne. En Espagne, il y a des acteurs qui ont pris en main le dispositif et qui font en sorte que ce soit mis en œuvre et que ça démarre vraiment. Et donc, aujourd'hui, on est en équivalent, parce que c'est un peu compliqué de comparer des économies d'énergie en CUMAC en France versus les annuels en Espagne. Mais on peut dire qu'en Espagne, le dispositif a pris, le dispositif est lancé, et c'est lié à deux éléments essentiels. Un gouvernement qui pousse beaucoup et qui est plutôt collaboratif. C'est-à-dire qu'en France, encore une fois, c'est un dispositif qui est ancien, enfin qui commence à avoir une certaine... Et on a un peu essuyé les plâtres, etc. Bon. En Espagne, le gouvernement et les instances de régulation sont beaucoup plus collaboratives. Aujourd'hui, on ne parle pas de pénalité. Aujourd'hui, on fait attention à la fraude, mais on a plutôt tendance à avoir vocation à accompagner l'essor du dispositif. Donc, ça, c'est la première chose qui fait que ça marche, c'est que le gouvernement pousse beaucoup et pousse avec une forme de bienveillance. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y a des délégataires qui étaient déjà présents en Espagne, qui avaient d'autres activités que les KS, mais qui sont emparés du dispositif et qui font qu'aujourd'hui, c'est eux qui produisent beaucoup et qui lancent vraiment le dispositif. Donc, nous, on y croit. Encore une fois, la dynamique est lancée et de ce qu'on sent, c'est pas un feu de paille. C'est-à-dire que ça va pas s'arrêter demain, ça va pas s'arrêter dans 2 ans. L'horizon d'investissement est à minima jusque 2030, mais encore une fois, l'Espagne pousse beaucoup plus loin que ça. Et puis, il y a vraiment des opportunités intéressantes pour les acteurs français, mais les acteurs français qui vont, jouer le jeu, parce que l'Espagne elle est très preneuse de l'expertise de France, mais ils se méfient un peu. Ils ont suivi les fraudes, ils ont suivi les arrêts de fiches, etc. Donc, ils sont très preneurs de l'expertise de France, mais ils veulent que ça génère, ça active l'économie locale. Donc, ils veulent des acteurs qui s'implantent en Espagne. Ils veulent des acteurs qui aient des dépôts en Espagne, qui fassent vivre le tissu économique espagnol. Ils veulent des acteurs qui ont vocation à s'implanter sur la durée. Il y a un acteur, un obligé qui me disait en Espagne, nous, on ne veut pas les boîtes qui ont fait des masques pendant le Covid, des cigarettes électroniques l'année dernière et qui maintenant font de l'isolation. Donc, ils veulent des acteurs qui ont une expertise, qui veulent s'inscrire durablement dans ce dispositif et qui sont prêts à s'implanter
et à faire vivre le tissu économique local. Et c'est quoi les grosses différences que tu vois entre les deux marchés, entre le marché français et espagnol? On a parlé du QMAC et du fait que eux, c'est à l'année. Ça, c'est quand même une grosse différence. Si tu veux un peu l'expliquer aussi à ceux qui nous regardent. Bah, en fait, c'est pas vraiment une grosse différence. Hein. Parce qu'en fait, ils évaluent les économies d'énergie sur une année, mais ils ont un niveau de valorisation qui fait que, in fine, si on multiplie les économies d'énergie QMAC par 8 euros du méga, on a, mettons, 2000. Si on multiplie les économies d'énergie annuelles par 130 euros du méga, on a 2000 aussi. Donc finalement, ça, c'est pas un gros... Je dirais que les différences principales, c'est qu'en fait, l'objectif, c'est qu'à terme, il n'y ait pas de différence. C'est-à-dire qu'il y ait les mêmes opérations, il y ait les mêmes, en gros, le même niveau de valorisation et il y ait les mêmes volumes d'économie d'énergie. Je dirais la différence notable, c'est que l'Espagne veut adapter le dispositif à sa géographie. Par exemple, coup de pouce chauffage en France, ça a généré un nombre très important d'opérations avec des niveaux de financement plutôt intéressants parce que, notamment dans toute la zone H1, c'est pertinent d'avoir des systèmes de chauffage puissants et il y a des vrais coûts énergétiques sur le chauffage. En Espagne, finalement, c'est un peu comme si on n'était que dans une zone H3. Alors, je sais qu'il y a les Pyrénées, il y a des coins où potentiellement il peut faire un peu froid. Mais en gros, par exemple, aujourd'hui en Espagne, le chauffage n'est pas la priorité number one. L'isolation est pertinente, les LED sont pertinentes, la récupération de chaleur sur groupe froid pour l'industrie agroalimentaire ou tout ce qui est abattoir, salaison est pertinente. Les opérations d'agriculture autour des serres sont pertinentes parce que ça correspond à une réalité de l'industrie locale. Donc je dirais que c'est ça la différence, c'est qu'il y a certaines opérations qui peuvent être pertinentes en France compte tenu des industries qui sont disponibles, compte tenu de la géographie du territoire, compte tenu des notions climatiques qui sont peut-être beaucoup moins pertinentes en Espagne parce que l'Espagne n'a pas la même problématique globale que la France. Donc je dirais que la logique, c'est que les KS vont rejoindre les C2E quasiment sur tout. La seule différence qui restera, c'est que certaines opérations seront pertinentes en France et ne seront pas pertinentes en Espagne parce que le territoire n'est pas le même. Et alors moi, je reçois beaucoup de messages sur mes réseaux justement par rapport à l'Espagne. Il y a un message que je reçois quasiment tout le temps dès qu'on parle de l'Espagne. C'est très terre à terre. C'est on me demande, Yaniv, est-ce que l'Espagne, ça paye vraiment? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les délégataires payent, etc. Donc je te pose la question, Nicolas, est-ce que l'Espagne, ça paye vraiment? Oui. Alors, oui, l'Espagne, ça paye vraiment. Alors, nous, tous les jours, on m'appelle, on me dit, Nicolas, sur telle opération, vas-y, isolation des combles, dis-moi combien je peux avoir en euros du méga. Et en fait, en Espagne, ça ne marche pas comme ça. Les opérations, elles n'ont pas la même lisibilité qu'en France. Et quelle que soit l'opération, sur des LED, sur l'isolation, sur du calorifugage, sur la récupération de chaleur, en fait, l'Espagne a voulu mettre en place un dispositif plus précis qu'en France. Donc, ils ont dit, en France, les fiches d'opération standardisées, c'est super, mais c'est trop imprécis. Et donc, on veut la même chose, mais en plus précis. Et donc, ça fait que sur une même opération d'isolation, si tu isoles des combles d'une maison récente à Malaga, tu vas avoir 8 euros du mètre carré isolé. Si tu isoles des combles d'une maison ancienne en Castille et Léon, ou à Soria ou à Burgos, tu vas avoir potentiellement 30 euros du mètre carré isolé. Donc, il y a un grand écart. Donc ça, c'est une première logique à avoir en tête, c'est que, encore une fois, l'Espagne veut que les KS soient un marché d'experts. Donc, ils ne veulent pas des gens qui ont un chiffre en tête et bim, qui démarrent. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis la deuxième chose, c'est que
moi, il y a des installateurs qui me disent « Regarde Nicolas, moi j'ai un contrat à 130 € du méga. » Mais en fait, ils ne peuvent pas le mettre en œuvre. Parce que en Espagne, on n'a pas encore compris le rôle du mandataire. Donc, certains installateurs ont des contrats avec des niveaux de valorisation élevés, sauf qu'ils n'ont pas compris que pour le mettre en œuvre, il faut qu'ils fassent des installations, il faut qu'ils aient un outil, il faut qu'ils aient du contrôle, il faut qu'ils aient des documents bien normés avec les bons champs, les bonnes informations, etc. Voilà. Donc, l'Espagne, ça paye vraiment quand on mène une étude amont en disant « Ok, moi, je vais sur telle opération, dans telles conditions. Là, je sais que je suis rentable. » Et quand on y va avec les bons partenaires. C'est-à-dire qu'il vaut mieux pour un installateur, dire « Ok, je vais avoir que 105 € du méga, mais je vais faire mon job. Je vais faire mes pauses. Et c'est pas moi qui vais constituer le dossier. C'est pas moi qui vais prendre le SI. C'est pas moi qui vais contrôler le dossier. C'est pas moi qui vais mettre en lien avec l'organisme qui fait les DPE. Parce que tout ça, c'est pas mon métier. » Donc, je pense que, encore une fois, ça paye vraiment si on maîtrise ce qu'on fait et on réfléchit bien à ce qu'on fait. Donc, il y a un vrai business plan en amont et on y va avec les bons partenaires. Voilà. Surtout qu'on a eu beaucoup de rumeurs, entre guillemets, de fraude. Dès qu'il y a eu la RE 020, etc., beaucoup de rumeurs de fraude. De ce que j'ai compris, je crois qu'on en avait déjà parlé ensemble, c'est pas vraiment de la fraude, c'est plutôt qu'en fait, les calculs sont complètement différents avec la France. Il y a beaucoup de subtilités que peut-être les Français n'ont pas compris. Et en fait, c'est pas de la fraude, c'est plutôt des dossiers mal faits. Alors, en fait, c'est pas de la fraude parce que, encore une fois, les KS, c'est un dispositif jeune. Et le gouvernement espagnol, parfois, il n'a pas donné assez de règles. Donc, c'est-à-dire qu'il a dit, pour l'isolation, c'est simple, on valorise un delta de transmission thermique entre une situation initiale et une situation finale, mais il n'a pas dit, au départ, la situation initiale, elle ne peut pas aller au-delà de temps. Et donc, il y a des petits malins, concrètement, qui ont fait en sorte de dire, moi, toutes les maisons que j'isole, c'est des maisons avec des combles en bois de 2 cm d'épaisseur et qui ont vécu des dégâts des eaux, etc. Donc, une transmission thermique complètement mauvaise. Voilà. Et donc, c'est pour ça que l'Espagne, petit à petit, ils mettent un peu des règles pour dire, OK, on peut pas avoir des valorisations de l'ordre de 55-60 € du mètre carré isolé comme on le voyait au départ. Encore une fois, ça n'a pas de sens technique. On ne peut pas économiser cette quantité d'énergie en isolant des combles, même sur une passoire thermique. À un moment, bon. Donc, oui, entre guillemets, c'est une forme de fraude parce que clairement, les acteurs qui ont fait ça, ils savaient qu'ils surévaluaient les valeurs. Mais non, c'est pas vraiment de la fraude parce qu'en fait, comme l'Espagne n'a pas donné les règles, si tu veux, si on ne donne pas les règles du jeu, ça veut dire que tout est permis, quoi. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et alors, pour clôturer un peu ce sujet de l'Espagne, avant de passer à d'autres sujets, en 2 mots, ce serait quoi tes conseils pour un installateur, un mandataire ou un délégataire qui aimerait se lancer en Espagne? Ce serait quoi tes conseils principaux pour bien se lancer? Moi, j'ai 3 conseils. Déjà, il ne faut pas vouloir faire un coup. Il faut vouloir y aller long terme. Dans le temps. Voilà, long terme, exactement. Y aller long terme et se dire, je lance ce business, j'ai vocation à le développer et à que ce soit durable. Parce que, encore une fois, le fait de faire un coup, il y a plein d'éléments qui font qu'on a des red flags, quoi. Bon, donc, vraiment, voir long terme. Deuxièmement, j'entends beaucoup d'acteurs qui me disent « Ah, moi, je veux y aller tout de suite parce que les opportunités, c'est maintenant. » C'est pas vrai. Il vaut mieux prendre 1 mois, 2 mois, bien réfléchir son business plan, bien réfléchir quelles opérations on veut faire, dans quelles conditions, avec quelle rentabilité. Il vaut mieux prendre 2 mois, 3 mois pour avoir un business plan bien cadré plutôt que y aller tout de suite. Les opportunités, elles sont maintenant, elles sont demain et elles sont encore pour une durée notable. Donc, il n'y a pas d'urgence complètement dingue. Donc, y aller avec une vision long terme, bien préparer sa stratégie, bien préparer sa logique.
et y aller avec les bons partenaires. Parce que tu vois, aujourd'hui, je pense qu'il y a 56, 58 délégataires en Espagne. Ok. L'année dernière, à la même époque, il y en avait une vingtaine. Donc, en Espagne, c'est plus facile d'être délégataire qu'en France. En France, il y en a combien environ? En France, il y en a 30, 32. Ok. Alors, en France, c'est monté jusqu'à 80, 85 en Ok. fin de P3. Et le PNC2 et la DGEC ont sifflé la fin de la récré en disant « Bon, stop, ça suffit les blagues ». C'est redescendu à une quinzaine. Et maintenant, il y a toujours entre 25 et 30, une trentaine de Ok. délégataires. Ok. En Espagne, donc on est passé de 20 en gros l'année dernière à quasiment 60 maintenant, parce que les règles sont plus simples pour être délégataire en Espagne. Donc il y a beaucoup de délégataires et il y a des obligés qui n'ont pas la maîtrise du sujet qu'ont les obligés en France. En France, tous les grands obligés, et même les moins grands, ils maîtrisent le sujet, ils savent encadrer un mandataire ou un délégataire et se dire voilà, moi je veux telle opération, ça c'est mon cahier des charges, je veux que j'accepte les dossiers avec telle contrainte et pas avec telle contrainte, etc. etc. En Espagne, les obligés, ils débarquent. Nous, on échangeait avec Repsol qui a quasiment 1/5 de l'obligation en Espagne, donc c'est le plus gros C'est énorme. énergéticien. Il prévoit de dépenser 800 millions d'euros par an jusqu'en 2030 sur le sujet des KS. Et en fait, la responsable de l'entité de Repsol nous disait, mais nous, il y a un an, on ne savait pas ce que c'était que les KS, pour la faire simple, et moi, aujourd'hui, j'ai 5 personnes dans mon équipe. Imagine Total Energy, toutes les entités de Total Energy à 5 pour gérer l'obligation de Total. Et encore, Repsol, comparativement, c'est plus gros. Donc ça, c'est un point hyper important, c'est que les délégataires, il y en a des très bons, des très sérieux, mais il y en a aussi des qui ne maîtrisent pas ce qu'ils font. Les obligés, ils sont en train de prendre en main le sujet, mais ils sont encore très, très peu guidants. Donc, c'est hyper important d'aller avec les bons partenaires en Espagne, parce que en France, encore une fois, on compte beaucoup sur nos partenaires pour nous cadrer, pour dire voilà, je te donne tel prix, tu me fais tel volume, et voilà les guidelines, et voilà dans ce que tu veux que je fasse. En Espagne, c'est open. 9 acteurs sur 10 disent moi je m'en fiche, c'est pas mon problème, c'est votre problème. Et donc, si on va pas avec les bons partenaires, en gros, on a peu de chances que le dossier arrive au bout et qu'on soit payé. Et quand je dis partenaire, c'est à la fois délégataire ou obligé, potentiellement les mandataires, parce qu'il y a des rôles de mandataires qui se développent en Espagne, et c'est aussi les parties annexes, les outils. Y aller avec le bon SI qui permet de constituer les documents, de contrôler les documents, etc. Le préfinancement, il y a des acteurs qui se développent sur le préfinancement en Espagne. Voilà, donc il faut vraiment s'accompagner de partenaires stables, sérieux, crédibles. Et ça, c'est pas toujours facile parce que quand on est de France et qu'on regarde un peu de loin, finalement, tout le monde semble sérieux, tout le monde semble crédible. Mais c'est pas complètement le cas. Bien sûr. Donc vous avez compris, vision long terme en Espagne et des bons partenaires. Ça, c'est super important. Exactement. Et alors justement, on parlait des autres pays. Rapidement, comment est-ce que tu arrives à avoir une expertise au Danemark, en Italie, à Chicago? Comment est-ce que tu arrives à avoir cette expertise-là? Comment ça marche pour toi, avoir la connaissance sur tous ces pays-là, en fait? Alors, en fait, nous, chez DK, on est spécialiste des sujets qui sont à l'interface entre l'énergie, la réglementation et le marché. On a des profils chez nous qui sont des profils ingénieurs, qui sont capables d'appréhender les sujets spécifiques liés à l'énergie. On a des profils qui ont plus une appétence réglementaire, qui sont juristes ou qui sont qui ont fait du droit et donc qui savent prendre un texte, le décrypter, et que ce soit un texte français, espagnol, allemand, etc. C'est un peu la même logique. On a des profils qui ont plus une dimension commerce, études financières.
Et donc, en fait, il faut aussi comprendre qu'en France, on est vraiment les champions du monde des White Certificates. Parce qu'encore une fois, les C2E, c'est ce qui marche le mieux. Donc, quand on arrive à comprendre concrètement comment marchent les C2E et qu'on a les bonnes compétences techniques, réglementaires et économiques, bah finalement, ça se transpose assez facilement sur des sujets avec des mécanismes proches sur d'autres marchés. Voilà, donc par exemple, encore une fois, en Belgique, on a vu des trucs un peu dingues d'ailleurs. On a fait une étude sur la Belgique où on a vu que l'isolation pouvait aller jusqu'à, je crois que c'est 300 € du mètre carré isolé. Il y a des ABAC en Belgique. Bon, après, c'est compliqué à obtenir. Attention, il y en a beaucoup qui vont partir en Belgique. Là. Mais moi, je discutais avec certaines personnes que tu as reçues et je leur disais ça. Ils disaient, mais vas-y, on va fermer la clé. On va tout de suite aller en Belgique. Non, mais voilà. Donc, en gros, on a vraiment cette expertise. Donc, je pense que sur les C2E, on est vraiment... je te raconterai après ça, mais je pense qu'on est vraiment les plus grands spécialistes opérationnels du sujet des C2E en France. Et je t'expliquerai pourquoi. Et donc, on est vraiment très spécialiste là-dessus. Et en fait, cette expertise s'exporte assez facilement. Une fois que tu comprends bien comment ça marche en France, bah, tu te rends compte que le gap pour comprendre la Belgique, le Danemark, le Luxembourg, l'Espagne, l'Allemagne, etc., il est finalement assez léger. Okay, mais on a des systèmes C2E dans ces pays-là ou pour l'instant c'est que l'Espagne qui a copié ce système? Alors, c'est une très bonne question. Non, en fait, les systèmes qui sont les plus proches de la France, c'est l'Espagne maintenant, la Pologne, l'Italie, donc l'Espagne, et la Suisse qui est en train de... Okay. Parce que dans ces pays, on a grosso modo le sujet des acteurs finance des économies d'énergie qui sont comptabilisés en kilowattheures. Voilà. Ok. Donc sauf que, par exemple, en gros, par exemple, la Pologne, pour l'instant, c'est comme s'ils avaient que des opérations spécifiques. C'est-à-dire que tu peux faire des travaux d'économie d'énergie et tu peux être financé par le dispositif local, mais il faut que tu fasses un audit avant travaux, que tu fasses tes travaux, que tu fasses un audit après, et ils ne financent que les opérations qui représentent grosso modo 5 gigas. Donc ça veut dire que c'est pas encore chez les particuliers. Tu peux pas avoir une isolation de comble, un changement de pompe à chaleur chez un particulier. C'est que dans l'industrie, dans le tertiaire, dans le collectif, etc. J'ai entendu parler de l'Angleterre. Alors, l'Angleterre, en fait, c'est eux qui ont créé les C2E à la base. Ah ouais. C'est pas la France. Ok. Sauf que en Angleterre, ça n'a pas bien pris. Et il y a un petit reliquat, mais qui fonctionne assez mal. Mais à la base, c'est les Anglais qui ont créé. Incroyable. Je n'aurais pas pensé. Exactement. Ok, super. Et voilà. Et en fait, je te disais, il y a beaucoup de pays qui regardent comment ça fonctionne en France. Et même, tu vois, typiquement, ce que je suis allé faire au Danemark, c'est des acteurs institutionnels au Danemark qui ont dit, nous, on avait un dispositif qu'on a arrêté parce qu'il ne marchait pas bien. On veut lancer un dispositif, un nouveau dispositif, et on aimerait que Nicolas, Deka, vous veniez nous expliquer comment ça marche en France. Parce qu'on se dit, franchement, si on arrivait à faire la même chose au Danemark, ce serait... Et donc, typiquement, je suis allé expliquer à des acteurs institutionnels au Danemark comment ça marche et comment ils pourraient le mettre en œuvre chez eux. Ok. Niveau C2E actuellement, donc justement, tu en parlais. Tu peux affirmer en toute humilité, effectivement, que vous êtes très expert sur ce sujet, voire les meilleurs en France actuellement sur ce sujet. Alors en fait, il y a une chose sur laquelle je pense qu'on est champion du monde chez Deka, c'est la maîtrise des processus opérationnels de traitement des dossiers C2E. Pourquoi ? Parce que, comme je te le disais, très régulièrement, on fait des missions d'audit. Audit des acteurs qui produisent des dossiers C2E. Donc, en gros, mandataires, délégataires ou même des entités internes d'obligés. En fait, ces audits, ils viennent de deux façons. Soit c'est un obligé
qui dit moi, je travaille avec tel ou tel mandataire. A priori, je suis content, mais en fait, je ne sais pas trop comment il travaille. Donc, il nous envoie vérifier comment travaille le mandataire. Autre possibilité, on a certains mandataires ou même certains délégataires ou obligés qui disent voilà, moi, voilà comment je travaille. A priori, je pense que c'est la bonne façon, mais en fait, je ne sais pas vraiment. Parce que je ne sais pas comment bossent les autres. Je ne sais pas quelles sont les bonnes pratiques. Et je ne suis pas 100% sûr de faire comme il faut. Donc, ils nous appellent pour qu'on les audite à leur propre demande. Et donc, quand on fait un audit, vraiment, on étudie en détail l'organisation, les process, les outils, les ressources. On check la dimension exposition financière. On regarde qu'est-ce qui est mis en place, par exemple, pour lutter contre la fraude. Comment est fait l'onboarding des installateurs. Comment ils suivent la qualité des chantiers en SAV, etc., etc. Donc vraiment, on regarde en détail, en profondeur, comment fonctionne l'acteur. Et à l'issue de l'audit, on dit voilà vos forces, voilà vos axes d'amélioration, et voilà comment traiter ces axes d'amélioration. Donc, si tu veux, parfois on nous dit, mais les objets qui nous envoient faire des audits, ils disent, mais c'est bien perçu vos audits par les acteurs que vous auditez. Et franchement, dans 100% des cas, c'est bien perçu. Parce que on ne dit pas, toi t'es bon, toi t'es pas bon. On dit, voilà vos forces, voilà ce qu'il faut améliorer et voilà comment l'améliorer. On fait des préconisations pour dire, voilà, on sait qu'il y a une bonne pratique qu'on a vue chez 1, 2, 5, 15 acteurs que vous ne faites pas. Et voilà quelle est cette bonne pratique et voilà comment vous pouvez la mettre en œuvre. Okay. Donc, ces audits, on a traité des tout petits mandataires qui étaient 10 personnes dans la structure. On a fait des gros mandataires, des très très gros mandataires. On a fait des cellules internes d'obligés qui ont leur propre activité de production et de contrôle. On a fait des délégataires qui font jusqu'à plusieurs dizaines de terras par an. Donc, on a un éventail ultra large. Et on a vu plein d'acteurs différents. On a vu des acteurs qui sont très, très forts sur la dimension commerciale, qui sont capables de monter une opération dès qu'il y a une fiche qui sort. En 2 semaines, ils sont prêts, ils ont les canaux. Bon, par contre, souvent, ces acteurs, la compliance, le contrôle, court un peu derrière. À l'inverse, on a vu des acteurs qui sont hyper structurés, hyper normés, qui ont des process ultra carrés, ultra profonds. Par contre, ils ont parfois du mal à acquérir des volumes parce que ils ont tellement de garde-fous que... Et donc, c'est ce type d'audit, on n'est pas loin d'avoir fait une vingtaine maintenant, quasiment, je ne sais plus si c'est 18, 19 ou 20, mais c'est l'ordre de grandeur. On a vu des acteurs différents. On est rentré en profondeur dans leur process. Et nous, on n'est pas concurrents de nos clients. Donc, quand on leur dit « montrez-nous comment vous travaillez », ils ont tout intérêt à le faire parce que soit c'est leur obligé qui demande qu'on les audite et donc ils ont envie de montrer qu'ils sont tout ce qu'ils font, soit c'est à leur propre demande, donc ils ont encore moins de raisons entre guillemets de nous cacher des choses. Donc, on a vu un panel ultra large. On a vu une vingtaine d'acteurs. On est vraiment rentré dans le détail opérationnel de la façon dont ils travaillent. Et on a maintenant un recueil de bonnes pratiques qui est hyper fourni. On a des données de benchmark qui sont hyper fournies. Et je pense qu'on est les experts mondiaux. On est les meilleurs sur la maîtrise opérationnelle des process de traitement parce que personne n'a pu voir ce que nous, on a vu pendant les audits qu'on a menés. Et alors, je suis obligé de te poser la question, Nicolas, tu m'en veux pas, mais tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit je connais par cœur le système, pourquoi est-ce que j'en fais pas partie dans le sens délégataire, mandataire? Est-ce qu'à un moment donné, ça t'est passé par la tête? Ou alors, justement, pour ce que tu as dit juste avant, le souci de concurrence, ça n'a aucun sens de le faire? Alors,
tous les jours, on me le demande. Tous les jours, on m'en parle. Moi, il y a deux choses. C'est que, toute ma vie, j'ai fait du conseil. En sortant de l'école, je suis entré chez Accenture. J'ai fait plusieurs cabinets. J'ai monté mon cabinet de conseil. J'ai fait du conseil toute ma vie professionnelle. Donc, je dirais que aujourd'hui, c'est mon expertise. C'est ce qui me plaît. Voilà. Donc, ça c'est un point vraiment fort. Vraiment, c'est mon ADN, entre guillemets. Et puis, effectivement, quand tu vas faire un audit, quand tu vas demander à un de tes clients d'ouvrir le capot et tu vas dire qu'il te montre comment il travaille précisément, si derrière, ton client se dit « mais attends, en fait, je vais lui montrer comment je travaille », il va dire « ah ouais, ça c'est malin » et il va le mettre en place pour lui demain. Si tu veux, on n'aurait pas la même relation avec nos clients, encore une fois, si on était concurrent de nos clients. Donc, on ne veut pas être concurrent de nos clients, on veut faire du conseil, on veut apporter de la valeur dans notre activité de conseil, mais on veut, encore une fois, on veut être serein avec nos clients et pas que nos clients se disent, tu vois, il faut un Chinese wall, je sais pas quoi. Voilà, c'est vraiment notre ADN, c'est le conseil. Et on n'a pas vocation à réfléchir différemment. Moi, une fois, j'ai parlé à un ami à moi que je ne vais pas citer, mais qui a une grande boîte d'installation. Et bon, je sais qu'il pourrait potentiellement devenir délégataire. Et je lui ai dit, écoute, pourquoi tu ne l'as pas fait? Il me dit, Yaniv, j'ai envie de bien dormir la nuit. Et toi qui les connais bien, ces délégataires, est-ce que tu vois vraiment que c'est quand même quelque chose de très stressant, etc. Comment tu ressens ça de l'extérieur? Ouais, alors... Moi, je comprends très bien. Nous, il y a plusieurs acteurs dont on sait qui réfléchissent au fait de passer de mandataire ou d'installateur à délégataire. Et en fait, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand tu es mandataire, quand tu es installateur, ton objectif, c'est d'originer des opérations et de faire des opérations et de contrôler des opérations, grosso modo. À partir du moment où tu passes délégataire, c'est plus du tout le même métier. En gros, ta problématique, c'est d'équilibrer des flux financiers. Parce que, en tant que délégataire, tu gères le risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un installateur, il sait qu'il va avoir tant d'euros du mètre carré isolé, par exemple. Un mandataire, il sait qu'il a tel prix, il vend ses volumes à tel prix, il les achète à tel prix, il sait que sa marge, voilà, si jamais les prix montent, en gros, sa marge, elle est constante. Donc, grosso modo, il ne prend pas le risque. Un délégataire, parfois, il finance une opération à un instant T, mettons à X euros du méga. Le temps que les travaux se fassent, que le dossier soit constitué, que le pôle se réveille, etc., l'opération, elle peut être validée et les volumes délivrés au bout de 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans. Et en attendant, il sait qu'il a payé un prix X. Il est incapable de dire quel prix. Alors bon, il y a des méthodes de hedging, etc. Mais grosso modo, il prend le risque. Et je pense que effectivement, il y a un gap important entre un installateur, un mandataire et un délégataire, parce que le délégataire, son métier principal, ça devient la gestion du risque. L'exposition financière et la gestion de ce risque financier. Et autant je pense que c'est un métier qui doit être hyper intéressant, autant c'est en deux problématiques différentes et deux mindsets différents, effectivement. Ouais, j'imagine. Alors, je voulais pas t'en parler, de base, c'était pas du tout prévu dans notre discussion quand on s'est eu justement pour programmer ce podcast. Mais on est en plein dans l'actualité. Je pense que tu me vois venir sur la TRA EQ 131, la fiche 131, la fiche sur les vélos cargo. C'est vraiment le sujet du moment. C'est un peu du n'importe quoi ce qu'on voit un peu en ce moment. On voit la fiche qui a commencé le 1er septembre, qui s'est pas arrêtée, mais il y a eu des changements au bout de 5 jours. Et moi, j'ai besoin de t'en parler parce qu'avec ta vision et ton expertise sur les CE2E, j'ai plein de questions dans le sens déjà, comment est-ce que c'est possible de sortir des fiches comme ça pour les changer au bout de 5 jours. Donc on va dire un peu, on va mettre un peu le contexte, mais donc ils ont sorti une fiche le 1er septembre sur les vélos cargo avec donc la bonification dans les dom-toms qui est doublée. Et 5 jours après, donc on a un arrêté qui nous dit
bah, en fait, on va arrêter la bonification d'Om-Tom parce que c'est trop rentable. Mais comment est-ce qu'ils ne le savaient pas avant? Surtout qu'on l'a depuis le début d'année, cette fiche, qu'elle avait déjà commencé début d'année, elle a été arrêtée. Donc, ils le savent très bien. Comment est-ce que c'est possible? Bah alors, je comprends ta frustration, je comprends que ce soit assez peu lisible. Ce qu'il faut voir, c'est que nous, on a travaillé notamment sur des créations de fiches. Ok. On travaille sur des créations de fiches. C'est-à-dire des créations de fiches, c'est-à-dire vous êtes assis avec ceux qui décident des fiches et vous discutez ensemble? Ouais. En fait, ces acteurs qui disent, bah nous, on a une idée d'une fiche, on a une idée d'une opération qu'on peut faire. On pense qu'il y a un gisement d'économie d'énergie et on définit ensemble quelle économie d'énergie on peut associer à la fiche. Et donc, on regarde, bah, ok, donc on va faire tel geste, ça va générer grosso modo tant d'économie d'énergie. Le coût de mise en œuvre, il est de temps. Et on regarde si le taux de couverture est pertinent. Si tu as une opération où tu dis bah, ça va générer 100 euros entre guillemets, en économie d'énergie, en valorisation, et que le coût des travaux il est de 95, la DGEC va dire non. Non, je ne fais pas l'opération. Donc il faut que tu aies un taux de couverture qui soit pas trop élevé, mais il faut aussi que tu aies un taux de couverture qui soit pas trop faible, parce que si tu dis mon opération elle va générer 100 en valorisation et le coût c'est 10 000, en fait, ce ne sera pas incitatif, ce ne sera jamais mis en œuvre. Donc, tout l'enjeu dans ces créations de fiches, c'est de trouver une opération qui a un vrai gisement à la clé, avec vraiment des économies d'énergie, et avec un taux de couverture incitatif, mais qui n'est pas un appel à la fraude. Et moi, je vois bien comment ça s'est passé. Donc, typiquement, sur les vélos cargo, dans les échanges, probablement que les acteurs qui ont dit, donc la DGEC a dit, OK, on pense que ça génère tant d'économies d'énergie, c'est quoi le coût d'un vélo cargo? Et donc, il y a des boîtes qui font des vélos cargo en France, etc., qui ont dit, un vélo cargo avec la norme C2E, enfin CEE, etc., et blabla, c'était n'importe quoi, 2 000 euros. Okay. Et donc, la DGEC, elle a pris ça en coût. Elle dit, OK, on a, mettons, une rentabilité, ça rapporte, mettons, 400 euros, 2000 euros, 400 euros, OK, c'est pertinent. Sauf que ce qui a probablement dû se passer, c'est que en quelques semaines, les premières opérations qui ont été faites, elles étaient faites avec des vélos pas à 2000 euros, mais beaucoup moins chers. Et donc, la DGEC s'est dit, mais en fait, les premières opérations que je reçois, le taux de couverture, il est largement plus élevé. Et donc, je dirais que c'est vrai que c'est très frustrant et c'est vrai que c'est hyper compliqué de mettre en place des activités sérieuses, stables, fixes dans ce contexte. Mais je comprends aussi la DGEC au sens où elle conçoit quelque chose en disant « Ok, là, on a un taux de couverture qui est de temps. » Et in fine, parce qu'il y a des gens qui arrivent à optimiser différents process, etc., on se retrouve avec un taux de couverture qui est largement supérieur. Ouais, Nicolas, la DGEC, je ne pense pas qu'ils sont bêtes. Ils ont quand même une vision du marché. Ce n'est pas 2000 euros le prix d'un vélo à concevoir. Ils le savent que les gens vont partir, on va se le dire clairement, ils vont partir en Chine ou dans des pays où c'est pas cher à produire. Ils vont réussir à sortir des vélos bien moins chers. 2000 euros pour fabriquer un vélo, c'est quand même... c'est le prix de vente, limite, le prix commercial. Ils ont pas cette vision-là de... c'est assez gros, quoi, quand même. Écoute, je te dis, moi, si tu veux, encore une fois, on échange avec des gens à la DGEC, on échange avec les gens dans ces instances et je comprends leur logique. À l'inverse, on a aussi des clients qui sont installateurs, qui sont délégataires, qui sont mandataires, qui vivent ces allers-retours. Donc, je dirais que il faut accepter que le changement de paradigme de la DGEC, c'est on veut des opérations avec un taux de rentabilité, un taux de couverture incitatif, mais qui ne pousse pas à la fraude. Donc, ça va prendre un peu de temps pour se caler, ça va prendre un peu de temps pour trouver
les bonnes opérations qui sont incitatives, qui génèrent vraiment des économies d'énergie, parce qu'en fait, c'est comme ça le sujet, il faut vraiment générer des économies d'énergie, mais où on ne se retrouve pas à installer des équipements pas sécurisés, etc. Voilà, donc il faut trouver le bon niveau. Je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que j'ai la réponse comme ça, mais c'est la logique de ce marché. En tout cas, s'il y a une personne de la DGEC qui nous écoute et qui veut venir s'asseoir à la place de Nicolas pour nous expliquer tout ça, moi, c'est un grand plaisir. Vraiment, ce serait un vrai honneur. J'espère qu'un jour, ça arrivera. Et écoute, justement, toi, c'est quoi un peu ta vision du futur, etc., au niveau du marché des C2E et même au niveau de ta société, DK? Est-ce que vous avez des visions un peu à long terme de ce que vous aimeriez faire ou est-ce que c'est continuer sur la même longueur d'onde? Alors, nous, déjà, on a la chance qu'il y ait énormément de choses à faire sur ce secteur des C2E. Tu vois, par exemple, il y a beaucoup d'acteurs qui réfléchissent aujourd'hui à où sont les gisements de demain et comment mettre en place des relais commerciaux pour activer les gisements de demain. Donc ça, c'est un vrai sujet. Nous, on est capable, par exemple, de dire, OK, telle fiche, voilà comment elle peut être rentable et voilà comment la mettre en œuvre, avec quel partenaire, et d'aller, encore une fois, jusqu'à stratégie opérationnelle, d'aller jusqu'à la mise en œuvre. Donc on réfléchit, donc on a toujours vocation à travailler sur ce dispositif des C2E avec ce mode stratégie, accompagnement commercial, optimisation des processus et des outils. On a aussi l'envie et l'appétence pour aller hors de France sur les dispositifs similaires. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est beaucoup l'Espagne, on en a parlé, mais les autres pays, il y a des choses potentiellement intéressantes. Et d'ailleurs, il y a certains de nos clients qui nous disent « Mais moi, j'ai des relais dans tel ou tel pays, est-ce que c'est pas intéressant de regarder ce qui se fait là-bas ?» Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire et qu'on fait même parfois. Je pense, par exemple, on a regardé ce qui se passait à Malte. Okay. Parce qu'il y a un client qui nous a dit moi, pour X raisons, c'est pertinent pour moi. Bon, voilà. Donc on peut même regarder finalement des petits marchés, mais des choses intéressantes à faire. Donc on toujours continue à développer ces C2E, étendre les sujets White Certificate, cher à Benoît Ferrès, sur d'autres pays. Et puis, encore une fois, je disais, très souvent, nos clients nous disent « Mais en fait, vous travaillez avec moi sur les C2E, j'ai un sujet sur les biocarburants, par exemple. Ou, tiens, je voudrais réfléchir à des sujets autour du biométhane, autour de la méthanisation, autour des Sustainable Aviation Fuel, les carburants, les biocarburants pour l'aviation. Et en fait, c'est ce que je disais, c'est que nous, tous nos consultants sont formés au bilan carbone et tous nos consultants sont capables de travailler sur les sujets à l'interface entre l'énergie, la réglementation et le marché. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on veut collectivement pousser pour demain. On est toujours intéressé, passionné et en veille permanente sur les sujets C2E et White Certificate au sens large. Mais on veut de plus en plus étendre sur ces autres dimensions de la transition énergétique, biométhane, biocarburant, solaire, PPA, corporate PPA, biométhane PPA, etc. Parce que, comme on le disait sur les autres pays d'Europe ou du monde, on a les compétences techniques, on a les compétences réglementaires, on a les compétences financières. Et donc, c'est assez facile et assez naturel pour nous d'aller sur ces autres dimensions de la transition énergétique. Ultra intéressant, ultra intéressant. Et avant qu'on arrive un peu sur la fin du podcast, c'est quoi un peu, voilà, on sait qu'on arrive bientôt sur la P6 en janvier 2026. C'est quoi un peu les infos que tu peux nous donner ou que tu peux avoir peut-être sur la P6 ou à quoi on peut s'attendre? Écoute, déjà, a priori, on est quand même dans une pérennisation du dispositif en France. Très régulièrement, on entend, mais oui, mais ça va s'arrêter, etc. Bon, enfin, on est quand même dans une volonté de coller à la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc a priori, d'aller au moins jusqu'à 2030 et potentiellement après. On sait que le niveau d'obligation va augmenter. Il y a un vrai sujet sur les gisements.
Parce que, je ne vais pas te faire un cours sur le sujet, mais en gros, si l'obligation est décorrélée des gisements, ça ne fonctionne pas. Si l'obligation est trop faible et que les gisements sont trop accessibles, le niveau de valorisation baisse et les sujets ne sont pas incitatifs. C'est-à-dire qu'en gros, si c'est hyper facile de trouver des opérations qui donnent lieu à ces 2E, bah, le cours, entre guillemets, baisse. Et donc, finalement, on se retrouve à avoir des niveaux de valorisation très faibles. Donc, ça ne fonctionne pas. Si, à l'inverse, il y a trop peu de gisements avec un niveau d'obligation élevé, bah, en gros, le cours monte parce que c'est un peu la compétition entre les obligés pour obtenir les économies d'énergie. Et ça a 2 impacts. Bon, déjà, le premier, c'est que si le niveau de valorisation est trop élevé, bah, le coût des C2E dans l'énergie monte. Et donc là, c'est gilet jaune, prix de l'essence à la pompe qui augmente et donc des impacts sociaux. Donc, bon, c'est quand même pas foufou. Et puis, la deuxième chose, c'est que au bout d'un moment, si on se rapproche trop de l'obligation, donc l'obligation qui est pour le classique à 15 € du méga, bah, quelque part, alors, je sais que l'obligation n'est pas libératoire, mais quelque part, les obligés, au bout d'un moment, ils vont dire, bah, ok, moi, je ne vais pas m'embêter à mettre en place de la collecte primaire, à mettre en place des programmes, à mettre en place, ok, vous savez quoi, je paye l'obligation et on n'en parle plus. Donc, ça, c'est vraiment l'enjeu de la P6, ça va être, on sait que l'obligation va monter, ça, c'est logique et ça a pour objectif d'atteindre les objectifs les objectifs européens Fit for 55 qui sont imposés à la France. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose et c'est super. Maintenant, il faut mettre des gisements en face parce que s'il n'y a pas les gisements en face de l'obligation, tout le système devient bancal. Et puis, l'autre sujet aussi qui est un peu une préoccupation et dont on ne sait pas aujourd'hui comment il va se traiter, c'est la précarité. Aujourd'hui, on a des niveaux de valorisation sur la précarité qui commencent à être un peu ouf. Alors, je ne sais pas à quel moment sera diffusé ce podcast, mais on est à 12, 13, 14 € sur le spot. Pourquoi ? Parce que y a des opérations, il y a quand même pas mal d'opérations qui sont arrêtées. Et donc, c'est ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas de gisement sur la précarité. Donc, le niveau de valorisation augmente parce que c'est plus rare. Et à un moment, ça ne va pas pouvoir monter comme ça ad vitam aeternam. Donc, soit on trouve des nouveaux gisements de précarité, soit il y a des bonifications, des équivalents qui permettent de gérer la précarité, soit l'ANA libère des gisements de précarité notables. Mais ça, c'est le vrai sujet de la P6. Comment garder cette notion de précarité qui est une bonne chose, qui a vocation à avoir un rôle social et que les C2E aient un rôle social, c'est à mon avis une très bonne chose et c'est hyper important. Maintenant, il ne faut pas que ça dérègle tout le dispositif. Petit instant promo, Nicolas, où est-ce qu'on peut te suivre, etc. Si on veut passer par tes services, etc. Il y a beaucoup de personnes, tu sais, des délégataires, mandataires qui nous regardent. Où est-ce qu'on peut vous contacter ? DK Consulting, DK Green Alors, on a une page LinkedIn DK Green sur laquelle on publie régulièrement des choses, des actus, etc. Avec une grande partie de nos contacts. Donc, on sera... Voilà, c'est une très bonne façon de nous retrouver, la page LinkedIn DK Green. On mettra les liens de toute façon en description, évidemment. D'autre part, alors petit scoop, on est en train de remettre à jour notre site internet depuis un peu le carve-out DK Consulting, DK Green. Donc on va je pense quand ce podcast sortira, notre site internet DK Green sera live. Ok. Et puis sinon, on est localisé à Paris, régulièrement en Espagne, mais localisé à Paris, dans le 9e arrondissement, rue des Martyrs. Donc on est toujours ravis de recevoir des clients, des partenaires
Voilà, nos bureaux sont ouverts et on est toujours ravis d'accueillir du monde. Super, de toute façon on mettra le lien encore une fois en description, le LinkedIn de Nicolas, le site internet, etc. N'hésitez pas à le contacter parce que franchement, voilà, je vous le dis, j'ai eu beaucoup d'experts devant moi sur les sujets de C2E et comme il a très bien dit, franchement, voilà, je vous le dis, même moi je l'ai remarqué, c'est vraiment un expert de son sujet, donc n'hésitez pas à aller les contacter, DK Consulting, DK Green, franchement, allez-y, les yeux fermés. Merci beaucoup Nicolas. C'était vraiment toi, super Yannick. comme podcast et je pense que voilà, c'est des sujets aussi intéressants pour comprendre un peu ce qui se passe aussi dans les autres pays et notamment l'Espagne. Donc merci beaucoup Nicolas de ton temps et super, on se dit à très bientôt. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Yaniv.